Bonjour à tous. Nous sommes 4 aujourd'hui pour vous présenter le diagnostic territorial élaboré par la PUR, mais il faut souligner que ce travail a été réalisé, a mobilisé beaucoup de monde à l'atelier, que ce soit pour réunir et analyser les données, réaliser les nombreuses cartes qui figurent au diagnostic territorial et puis rédiger les textes. Ou bien encore concevoir la plateforme qui va vous être présentée, la plateforme du diagnostic territorial. C'est donc un travail collectif de l'ensemble des salariés de la PUR. Alors, pour commencer, quelques éléments de contexte pour rappeler ce qui est un plan local d'urbanisme. Donc, c'est bien évidemment un document réglementaire qui s'applique à l'ensemble du territoire parisien. Et puis, c'est aussi un véritable projet de ville qui s'exprime par le plan d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui est un élément constitutif du dossier du PLU et qui fixe un certain nombre d'orientations générales pour la commune dans le respect des objectifs du développement durable. Le Code de l'urbanisme encadre le champ dans lequel ces orientations générales s'inscrivent. Ainsi, le PADD définit des orientations des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation des continuités écologiques. Donc, le PADD, il porte à la fois sur l'habitat, le commerce et le développement économique, les loisirs, les transports et les déplacements, mais aussi les communications numériques, tout en veillant à limiter la consommation de l'espace et puis lutter contre l'étalement urbain. C'est aussi un document réglementaire puisqu'il fixe des règles relatives à l'occupation et l'utilisation du sol et qu'il détermine des règles de construction, mais également des règles concernant les espaces libres, le paysage notamment. Alors le PLU, il est constitué de différents documents qui sont fixés, encadrés par le Code de l'urbanisme, un rapport de présentation dans lequel on trouve notamment le diagnostic et l'état initial de l'environnement, le PADD dont on a parlé tout à l'heure, les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, le règlement et son plan de zonage notamment, et puis un certain nombre d'annexes. La ville de Paris a prescrit la révision de son PLU en décembre 2020, d'une part parce que son document d'urbanisme qui a été approuvé en 2006 est devenu obsolète compte tenu des évolutions législatives, mais aussi les préoccupations, les enjeux du début des années 2000 ne sont plus les mêmes aujourd'hui et qu'il est nécessaire d'engager un PLU plus respectueux de l'environnement et notamment par rapport aux enjeux climatiques. La révision du PLU, c'est un processus qui est très long et qui a commencé donc en janvier 2021, comme l'illustre le calendrier, la slide, avec une phase de concertation auprès des Parisiens qui durera tout le long du processus. Pour le moment, c'est une phase de concertation sur le diagnostic territorial qui a débuté en avril et qui se terminera en juillet de cette année. L'élaboration du diagnostic qui a lieu actuellement, diagnostic territorial et général, et puis un débat sur le PADD qui aura lieu au Conseil de Paris en fin d'année 2021. L'année 2022 sera consacrée à la rédaction du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation, et puis l'arrêt du projet du dossier de PLU pour fin 2022 pour consacrer l'année 2023 à l'enquête publique et une approbation du PLU fin 2023. Je vais passer la parole maintenant à Hélène qui va vous présenter la plateforme. Voilà, vous devriez la voir qui va s'afficher dans une seconde sur votre écran. Donc, sachez que cette plateforme, vous pouvez la retrouver à la fois sur le site de paris.fr, le site idparis.fr et le site de la PUR, apur.org. Et ici, pour les besoins de la présentation, je vais vous la montrer sur un ordinateur, mais sachez qu'elle est disponible et visualisable sur n'importe quel écran, quelle que soit sa taille, ou qu'il soit tactile ou non. Donc, par exemple, vous pouvez très bien vous connecter à cette plateforme sur un smartphone.
Donc, cette plateforme, cette page, elle est divisée en deux parties. À gauche, une zone d'affichage des cartes et à droite, une zone d'affichage du texte. Pour commencer, on va venir sélectionner l'arrondissement pour lequel on souhaite accéder au diagnostic. Donc là, pour l'exemple, je vais venir sélectionner le 13e arrondissement en cliquant dessus sur la carte. La carte zoome sur l'emprise du 13e et maintenant, dans la partie de droite de l'écran, on va retrouver le diagnostic complet du 13e arrondissement. Donc chapitre par chapitre, on va pouvoir lire ce diagnostic du début à la fin. On a un premier chapitre données générales, un deuxième chapitre sociodémographique, puis vie locale, approche environnementale et cadre urbain. Et on retrouvera ces 5 chapitres pour tous les arrondissements. Ces boutons qu'on trouve en haut de la fenêtre vont vous permettre également de naviguer rapidement sur une thématique donnée. Donc mettons que je m'intéresse particulièrement à l'environnement, je vais venir cliquer sur le bouton qui va m'emmener au début de ce chapitre. Et ensuite, au début de chaque chapitre, vous allez retrouver un sommaire, lui aussi cliquable. Donc, par exemple, si vous vous intéressez aux îlots de chaleur urbains, vous pouvez cliquer dessus et ça vous emmène au début de cette sous-thématique. Donc, voilà comment vous allez pouvoir naviguer dans un diagnostic. Pour changer d'arrondissement en cours de lecture, il n'y a rien de plus simple, il suffit de recliquer sur la carte, sur le nouvel arrondissement de votre choix. Donc là, par exemple, je vais passer sur le 5e arrondissement. Ensuite, le diagnostic, c'est également des cartes. Donc, on a plus d'une centaine de cartes disponibles via cette plateforme du diagnostic territorial. Et ces cartes, on va pouvoir y accéder de différentes façons. Tout d'abord, dans le texte, à chaque fois que vous voyez des phrases qui sont en couleur, c'est qu'on fait référence à une carte que l'on va pouvoir afficher. Donc là, par exemple, je sais que je vais avoir une carte de thermographie de Paris qui est disponible. Et en plus de ça, à droite du texte, dans la colonne de droite, on retrouve ces références à ces cartes. Donc là, justement, je vais venir afficher la carte de la thermographie aérienne. Donc je clique simplement dessus dans la colonne de droite. J'aurais très bien pu le faire en cliquant dessus dans le texte. Et ma nouvelle carte de la thermographie aérienne est venue s'afficher dans la partie de gauche de la page. Cette carte, elle est interactive. Vous allez pouvoir zoomer dessus, donc jusqu'à une échelle très fine au 2 millième. Vous allez pouvoir également dézoomer pour avoir la carte à l'échelle de tout Paris. Donc là, elle va mettre quelques secondes avant de se charger, mais vous voyez, elle est bien disponible à l'échelle parisienne. Ensuite, toutes les cartes sont accompagnées bien sûr d'une légende. Donc pour accéder à cette légende, il faut cliquer sur le bouton en haut à gauche. Dans ce panneau de légende, vous allez également retrouver les sources datées et un bouton qui va vous permettre de venir télécharger les cartes en cours d'affichage. Donc là, par exemple, j'ouvre dans un nouvel onglet de mon navigateur la carte de la thermographie aérienne. La carte est un peu lourde, donc voilà. Vous voyez, le titre vient de s'afficher. Toutes les cartes comme ça que vous allez pouvoir télécharger et imprimer sont mises en forme avec le titre, la légende et en bas à droite, l'échelle. Ensuite, une autre façon d'accéder aux cartes du diagnostic, c'est de passer par la bibliothèque de cartes. Donc pour ça, c'est le bouton en haut à droite de la page, où on va retrouver toutes les cartes, donc plus d'une centaine, classées par thématique. Et là, par exemple, je vais remonter dans la partie données générales et je vais venir cliquer sur une carte qui m'intéresse, celle de la datation du bâti, qui vient s'afficher. Enfin, la plateforme va vous permettre de comparer deux cartes entre elles. Donc pour ça, on va basculer en vue comparative en cliquant sur ce bouton. Ma carte de datation du bâti est venue se caler à gauche de mon écran. Je vais fermer la légende pour pouvoir mieux la visualiser. À droite, par défaut, j'ai un plan de 2021 constitué avec les données de la PUR, mais moi, j'aimerais plutôt comparer la datation du bâti, mettons, avec le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je viens sélectionner cette nouvelle carte qui s'affiche à côté. Sachez que vous pouvez passer en vue plein écran en rabattant le panneau de droite en cliquant sur cette flèche à n'importe quel moment. Et pour le rouvrir, c'est la même flèche. Voilà, je repasse en vue unique. Donc ça, ce sont les fonctionnalités principales de la plateforme. Il y en a d'autres, mais là, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de vous les faire découvrir. Donc, cette plateforme, elle a été réalisée avec les langages de programmation HTML et CSS pour tout ce qui est constitution des éléments de la page et agencement des éléments entre eux. Et on a utilisé le langage de programmation JavaScript pour coder toutes les interactions entre un utilisateur, donc vous, nous, et la page. Et le langage JavaScript, il sert également à gérer tout ce qui est affichage des cartes. Plus spécifiquement, on utilise une librairie de code JavaScript qui fonctionne avec des technologies de l'éditeur logiciel Esri derrière. Donc les cartes en question, elles ont été produites en interne à la PUR. Nous, on les récupérait une fois qu'elles avaient été validées. On les recadrait, on les géoréférençait et ensuite chaque carte de l'application a été déposée, poussée sur un serveur cartographique dédié qui fonctionne lui aussi avec une technologie Esri derrière. Pour ce qui est des textes, donc une fois qu'on les récupérait, pareil, ils étaient rédigés en interne à la PUR, puis relus, corrigés, on les récupérait. Ils sont stockés en dur dans le code de l'application et nous, on venait à la main ajouter par exemple les liens vers les cartes qui vous permettent de cliquer sur le texte pour accéder à une carte. Donc tout ce travail de code, je parle bien ici du code et non pas de la production des contenus de l'application, a pris environ 8 semaines de développement à 4 mains.
Finalement, la plateforme a été mise en ligne sur le site de la Pure à la mi-avril et depuis ce jour, donc on compte plus de 8000 visites, ce qui fait pour le moment de cette plateforme de diagnostic territorial la page d'application la plus consultée du site de la Pure. Donc nous allons vous présenter cette plateforme et le contenu de cette plateforme. Alors, pour faire cela aujourd'hui, nous avons choisi en fait de faire avec vous une promenade dans la plateforme de ce diagnostic territorial et de mettre en correspondance différentes cartes dont Hélène vient de vous parler. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est parce que ces cartes ensemble, en fait, elles racontent et elles font émerger les enjeux, ce que vont être les enjeux du futur PLU de Paris. Donc, juste en préalable, un petit point pour vous dire que, en fait, ce diagnostic territorial est un document très particulier puisqu'on n'a jamais fait un diagnostic territorial pour notre part de cette manière. Et le choix qui a été fait était de faire à la fois un état des lieux dans tous les domaines qui intéressent le PLU et aussi un état des lieux qui intègre des évolutions récentes ou anciennes. Et on a essayé d'avoir une profondeur historique chaque fois que l'on pouvait le faire. Et on voulait faire ça parce que ça viendra nourrir un PLU bioclimatique, c'est-à-dire un PLU dans lequel on va s'intéresser à beaucoup de choses auxquelles on s'intéressait assez peu dans les PLU et dans les POS précédents. On a essayé de mettre à disposition de tous les données les plus précises possibles, les plus récentes, et de pouvoir zoomer jusqu'à l'échelle de la parcelle pour que vous puissiez, tout le monde puisse aller voir jusqu'à cette échelle-là les différents éléments qui constituent la ville. Sur la base de ce diagnostic territorial qui est donc avec beaucoup de choses dedans, mais finalement peu de synthèse, sera ensuite réalisé un document de synthèse qui s'appellera le diagnostic général et qui sera intégré dans le rapport de présentation du PLU. Donc, on est là à la phase où il s'agit d'avoir un outil qui nous permet de réfléchir et de poser les enjeux de ce PLU. Alors, je commence par les données générales. Donc, les données générales, c'est le premier chapitre. Ça regroupe une série de cartes avec leurs commentaires qui touchent aux différents aspects du PLU. Nous en avons choisi quelques-unes et nous allons vous présenter les comparaisons entre elles. Alors, on peut passer. Voilà, la première comparaison, c'est une comparaison entre la densité humaine à Paris, la carte à gauche en violet, densité humaine qui est très forte, puisque si on ajoute les habitants et les présents, on a à Paris tous les jours au moins 3,2 millions de personnes qui y vivent et qui y travaillent. C'est avec une très très forte concentration qui se passe dans le centre-ouest, où se trouve le quartier des affaires. Alors, à partir de cette carte de densité humaine, nous avons souhaité mettre à côté la carte des activités économiques, donc la carte de droite, qui comporte une multitude de points qui correspondent chaque fois à des activités économiques. Et on voit surtout apparaître sur les 8e, 9e et 2e arrondissements des gros points orange qui correspondent à une concentration d'immeubles tertiaires de bureaux et de l'ensemble des emplois qui sont dans le quartier central des affaires. Donc on voit comme ça, on peut commencer à illustrer les dominantes que l'on voit sur la carte de densité à gauche. Si ensuite, cette carte des spécificités économiques, on la zoome pour justement sur cette partie centrale où se concentrent la plupart des activités et que l'on met en regard de cette carte la carte de la mixité fonctionnelle à la parcelle, c'est-à-dire une carte qui montre sur chaque parcelle quelle est la dominante d'occupation. Est-ce qu'on a des activités en violet? Est-ce qu'on a essentiellement de la résidence, de l'habitat en orange, ou est-ce qu'on a les deux en rose? Et donc, on voit ainsi d'une façon très précise se dessiner ce quartier central des affaires qui regroupe les grandes entreprises, des assurances, de la finance, etc. Et donc, c'est un outil de connaissance extrêmement important qui permet ensuite de définir évidemment des politiques et notamment des politiques de destination, par exemple, privilégier le logement
dans les endroits où il n'y a que de l'activité économique, renforcer la mixité des fonctions, etc. Élément suivant, si on dézoome cette carte de mixité fonctionnelle que vous revoyez ici à gauche, dézoomée, et qu'on met en regard de cette carte la carte des centralités, c'est-à-dire la carte des lieux qui sont porteurs de la vie sociale, de la vie urbaine, on voit apparaître deux grandes composantes de cette vie urbaine. Toutes les rues qui sont en jaune, c'est en fait une attractivité globale, c'est l'attractivité du Paris iconique, c'est l'attractivité du Paris que tout le monde vient visiter, qui correspond à cette partie centrale et dont on voit qu'elle correspond aussi au quartier des affaires. Et à l'inverse, quand les rues sont en rouge, on est plutôt sur des centralités locales, c'est-à-dire sur les rues qui sont porteuses à la fois des commerces, à la fois des équipements, des transports en commun, qui sont les rues principales dans lesquelles les gens vont pour leurs différentes activités. Et on voit que ça correspond plutôt au secteur résidentiel. Donc, on a là des outils déjà de compréhension de la façon dont la ville fonctionne. Si on peut zoomer, passer à la carte suivante, autre exemple que d'ailleurs Hélène a pris un peu avant, c'est l'épaisseur historique. Qu'est-ce qu'on est capable de comprendre de l'histoire de Paris et de la façon de comment est ce tissu urbain dont on hérite, cette histoire de la ville qui est une histoire longue. Alors, il y a dans ce diagnostic donc une série de cartes historiques. Vous avez ici la carte des chasses du roi, qui est donc une carte qui est faite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et à droite, vous avez les périodes de datation du bâti parisien actuel. Et le bâti qui est en marron foncé est le bâti d'avant 1800, et le bâti qui est en rouge est le bâti qui a été construit au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Et donc, on peut comme ça voir qu'est-ce qu'il reste au fond de ce Paris du XVIIIe siècle aujourd'hui, dans le Paris d'aujourd'hui, et on voit à quel point il en reste des éléments très importants qui ne sont pas seulement des monuments, mais aussi des tissus urbains. Et puis, on voit à l'inverse, en orange, ce qui a été urbanisé au XIXe siècle, la plaine Monceau, les abords des Champs-Élysées, sur des terrains qui étaient agricoles. Et donc, on voit comme ça concrètement l'expansion de Paris. Si ensuite, cette carte de datation, on la croise avec la carte du patrimoine mondial de l'UNESCO et des monuments historiques, chose qu'a fait Hélène tout à l'heure, on voit comment ce Paris historique est protégé par l'État. Et puis, si on zoome encore et qu'on rajoute à droite une carte qui sont les protections ville de Paris, c'est-à-dire les bâtiments qui sont protégés et qui sont ici en orange dans le PLU parisien, ainsi que les bâtiments en vert qui, eux, sont protégés par l'État au sein du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais et du 7e, eh bien, on peut comme ça avoir l'ensemble des protections, et on s'aperçoit notamment que les protections du PLU, qui sont en orange donc sur cette carte, s'étendent à tout Paris, contrairement aux protections monuments historiques de l'État, qui sont très concentrées dans les 11 arrondissements centraux. Voilà pour cette première partie sur les données générales. Pardon. La seconde, donc le deuxième chapitre, c'est l'approche sociodémographique, donc avec 4 chapitres, population, habitat, activité et mixité fonctionnelle, qui est un peu la synthèse des autres parties, puisqu'il s'agit de mélanger et de voir comment s'imbriquent à la fois l'habitat et l'emploi, qui, comme vous le savez, sont des données importantes pour qu'une ville fonctionne correctement. Donc, si on passe à la première comparaison de cartes, on a une carte à l'iris à gauche du revenu des habitants. Donc, c'est la carte des niveaux de revenus à Paris des habitants. En jaune, vous avez le revenu intermédiaire moyen. En rose, les revenus qui vont jusqu'à 200% de ce revenu médian, donc qui sont plus élevés jusqu'à être deux fois plus importants. Et en bleu, vous avez ce qui peut descendre jusqu'à 75% et en dessous de 75% de ce revenu médian. Donc, on voit quand même une partition sociale
assez importante dans Paris. Et si on compare cela avec les prix de vente, donc les prix de vente que vous avez à droite, qui viennent de Meilleurs Agents 2021, donc c'est vraiment des données récentes. On voit en vert les prix qui sont inférieurs à 8 000 € du mètre carré, en jaune autour de 11 000 € du mètre carré, et en rouge foncé, on peut monter jusqu'à 16 000 € du mètre carré. Donc, ça permet d'avoir une idée, évidemment, de cette hiérarchie des prix dans Paris, de comment elle se répartit, et évidemment, ça pose toutes sortes de questions sur la difficulté d'accès à la propriété des habitants d'une partie, en tout cas des habitants de Paris. Si maintenant on compare cette même carte de niveau de revenu à la carte de la géographie du logement social que vous avez à droite, puisque tous les points en violet clair, violet foncé, etc., représentent les ensembles de logements sociaux de Paris, apparaît immédiatement, évidemment, un fort déséquilibre entre les arrondissements qui en accueillent le plus à l'est et ceux qui en accueillent le moins, qui sont notamment à l'ouest et au sud-ouest. Alors, la moyenne parisienne des logements sociaux, la moyenne à Paris, c'est 21,4% du parc de logements qui est un parc de logement social, mais cela va depuis le 19e arrondissement, donc au nord-est, où on en a 40%, 40% du parc de logements et sont des logements sociaux dans le 19e, dans le 20e, plus de 36%, dans le 13e, pardon, 39,5%, dans le 14e, 28,9%. Donc on voit cette géographie et à l'inverse, les moins dotés, le 8e arrondissement avec 3,4% et le 7e avec 2%. Donc on voit également sur cette carte la progression puisque le violet moyen correspond à tous les bâtiments qui ont été construits entre 2001 et 2020. En 20 ans, on est passé de 13% de logements sociaux à Paris à 21%. On a construit environ 100 000 logements sociaux dans Paris. Et on voit avec ces petits points le peu de production dans les arrondissements où les prix sont les plus chers. Et donc, on voit cette difficulté du rééquilibrage du logement social sur l'ensemble du territoire en raison notamment de la cherté du foncier. Si maintenant on regarde le taux d'emploi, donc on passe à un autre sous-chapitre de ce premier grand chapitre avec le taux d'emploi, on s'aperçoit qu'on a un très grand déséquilibre de l'emploi dans Paris, avec un 8e arrondissement où on a 9,3 emplois pour un actif résident, c'est la partie qui est en rouge sur la carte, et puis le 20e par exemple où on a 0,69 emplois pour un actif résident. Donc si on compare cette densité avec des segments particuliers de l'activité économique, ce que l'on voit sur la carte de droite, on s'est amusé à comparer avec justement les lieux de fabrication et d'innovation, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le tertiaire de bureaux, de la finance, de l'assurance et des fonctions régaliennes. Et on voit que cette géographie de la fabrication et de l'innovation n'est pas tout à fait celle que l'on a sur la carte de gauche. On voit qu'on est déporté plutôt vers l'est, qu'on a une densité assez forte d'activités dans le 4e, dans le 11e, et on a donc là une autre géographie de l'activité économique qui se dessine, qui n'est plus celle du quartier central des affaires. Dernier élément de cette partie, c'est les commerces. À droite, vous avez la carte de l'équipement commercial actuel de Paris. Chaque point représente un commerce. Cette carte est issue de l'enquête commerce que nous réalisons tous les 3 ans et nous avons réalisé en 2020. Et à gauche, nous avons mis les protections commerciales du commerce et de l'artisanat telles qu'elles sont dans le PLU actuel. C'est-à-dire, c'est les rues le long desquelles le commerce et l'artisanat sont protégés. Et donc, on voit bien avec ces deux cartes comment on peut, à partir de là, fabriquer un outil pour se poser la question de l'avenir. Faut-il protéger? Que faut-il protéger? Quelles rues doivent continuer à être protégées et quelles rues ne le seront plus?
Voilà pour cette première partie. Je passe la parole à Paul pour la suite. Merci. Alors oui, je vais continuer cet exercice de juxtaposition de cartes sur le chapitre vie locale. Donc la vie locale, elle aborde la question des équipements publics, de la mobilité, de l'espace public, et puis ce qu'on a appelé vie locale, mais qui parle de la vie urbaine à travers les centralités parisiennes. Alors la première juxtaposition qu'on vous propose pour commencer, c'est celle des équipements, hein. Il y en a 12 000 à l'échelle de tout Paris. On voit sur cette carte ce recollement avec les équipements qui sont l'ensemble des équipements qui sont représentés sur ces cartes, à la fois sous la forme d'emprises qui permet de voir les grandes emprises qui sont dédiées à des équipements, et puis d'un point de vue avec une représentation ponctuelle pour les équipements qui sont dans les tissus très intégrés. Cette carte, elle aborde la diversité des équipements avec des équipements d'enseignement, la culture, loisirs, la question du sport et de la santé, de l'action sociale et de l'administration et des services publics. Quand on la juxtapose avec la carte des centralités qui repart de cette information, mais en s'interroge, en qualifiant le rayonnement de ces équipements, en y ajoutant les linéaires commerciaux, la desserte en transport en commun, les zones d'activité économique, on voit apparaître les logiques qui font que on retombe sur ce qui a été présenté sur la carte des centralités avec des vies urbaines qui sont de nature différente selon les quartiers. On voit ici dans le centre des secteurs où les voies publiques accueillent des centralités qui sont construites autour d'un rayonnement très large, et du coup ça interroge aussi sur la façon dont ces équipements à la fois sont à l'origine de ces situations et en même temps doivent être au service de ces populations présentes qui sont nombreuses, des situations avec des mixités globales où on a à la fois des rayonnements très larges et des enjeux de centralité locale, et puis des secteurs dans lesquels avec toutes ces voies en rouge, on a des centralités locales qui sont extrêmement structurantes pour la vie parisienne et de ses quartiers. Donc voilà une première approche. Si parmi ces équipements, on fait un petit focus sur la question des espaces verts, on a une carte dans le diagnostic qui reprend les grands espaces verts parisiens, hein. On en a 638 à Paris et qui fait apparaître leur accessibilité à 5 minutes en orange foncé et 10 minutes en orange plus clair. Et on voit bien apparaître à la fois les zones de grande accessibilité aux espaces verts, ceux où on a une forme de carence, et puis également en lien avec ce maillage qui est composé de grands parcs avec des rayonnements très larges, et puis d'un réseau d'espaces verts et de jardins accessibles beaucoup plus petits. On continue sur la question des espaces publics. On a ici mis deux cartes. La première à gauche fait état des transformations qui ont été réalisées entre 2006 et 2020, qui se composent à la fois de transformation d'espaces publics. On a des transformations évidemment sur les Maréchaux avec le tramway, des créations avec le quartier Chapelle Internationale, tout ce qui s'est passé autour de Rosa Parks, ou des transformations de tissus aussi, de voies importantes dans des tissus très constitués dans le centre de Paris. À ça, on a associé toute l'action de plantation qui a été réalisée dans cette période, avec ici, ce qui est représenté, c'est les plantations de nouveaux arbres, mais aussi les remplacements des arbres dans le cadre du cycle de vie des arbres d'alignement en ville. Et on l'a mis en parallèle avec la carte qui présente les largeurs de voies, de manière à regarder un petit peu comment ces questions des largeurs influent sur la façon dont on agit sur ces espaces publics, et qui fait apparaître aussi peut-être la nécessité de développer des stratégies pour que les espaces publics qui sont plus étroits, qui sont plus contraints, aussi participent à la transformation de Paris. Voilà, après... sur la question de l'approche environnementale, voilà la liste des cartes qui est assez fournie dans le cadre du PLU bioclimatique, avec des éléments sur la nature, sur les services qu'elle rend, avec toute la question des îlots de chaleur urbains, la question des nuisances, des sols, de l'énergie, des réseaux, de la rénovation du bâti, et puis un chapitre sur la question de la santé environnementale. Pour l'illustrer, cette partie, on a retenu plusieurs juxtapositions. La première,
c'est la carte de la nature, de la nature sous toutes ses formes, hein, qu'on voit à Paris, voilà, à travers des grandes compositions, des grands parcs, des jardins plus petits, des jardins qui sont des jardins publics, des jardins privés. Ici, on voit tout le réseau de jardins privés du 7e. Également, toute la présence de végétation sur le bâti avec les murs végétalisés, les toitures végétalisées. On en a un bon nombre. On a 3200 murs végétalisés à Paris, plus de 1300 toitures végétalisées. Et puis la façon aussi dont tout ça fonctionne en réseau avec les voies plantées qui sont une trame verte importante. Et puis on a choisi de le mettre en regard de cette carte qui présente la question des îlots de chaleur urbains, avec voilà, cette problématique qui est centrale, hein, dans le cadre du PLU bioclimatique, avec cet enjeu de réponse à la chaleur en ville, avec, on le voit bien, le rôle de la nature qui est extrêmement important dans la prise en compte de ces effets, et puis de façon plus fine, des grandes compositions sur lesquelles on doit pouvoir agir. Je pense par exemple à la place de la Concorde ici, qui apparaît vraiment en rouge. Et puis, les documents qu'on vous propose permettent aussi de zoomer à des échelles plus fines. Ici, on est dans le 20e, où on voit un tissu où on a aussi ces problématiques avec des caractéristiques qui sont très différentes. Ici, on voit notamment tout le rôle des cœurs d'îlots avec de la végétation qui est présente, qui conviendra de préserver, de renforcer justement dans le cadre de cette stratégie. Et puis aussi, tout le travail qu'il y a à faire sur les espaces publics. Ici, on a notamment les aménagements des maréchaux qui ont été accompagnés de plantations d'arbres, qui montrent la façon dont des grands boulevards peuvent commencer peuvent apporter les aménagements d'espaces publics peuvent apporter des réponses à cette question du confort urbain. Et voilà, et en négatif, on voit la question du périphérique avec tous les enjeux qu'il y a autour du périphérique, des grandes places, et puis par ailleurs, ici, les équipements sportifs, où évidemment il y a une action sur les plantations, mais également sur les sols, sur la perméabilité des sols, qui est aussi un levier important pour lutter contre les effets des îlots de chaleur. Alors sur la question de l'énergie, on a retenu deux cartes. Une première à gauche qui montre les secteurs où on a encore une représentation du fuel dans les énergies qui est importante. En orange foncé, c'est les secteurs sur lesquels on a plus de 25% de recours au fuel. Dans le cadre, dans le cadre de la transition énergétique, on a c'est un carburant qui va être interdit en 2022 pour le chauffage des logements. Et puis on l'a mis en parallèle avec à droite le réseau de chaleur. Avec, par exemple, ici dans le 16e, un réseau qui est existant, hein, qui est déjà déployé et qui est pourtant peu sollicité. Donc voilà, on a ici des pistes de réflexion, et puis on voit également aussi tout le travail qui est en cours de développement sur des boucles d'énergie locale. Pour terminer, le cadre urbain, avec les cartes qui sont dans le diagnostic. Je passe vite pour vous montrer les juxtapositions qu'on vous propose avec à gauche une carte qui fait état de la nature des tissus urbains, avec, on le voit ici en marron foncé, les tissus urbains qui sont réguliers, hérités d'un urbanisme haussmannien notamment, avec en plus clair des tissus qui sont plus composites, qui sont plus anciens, des tissus de faubourg, et puis en bleu, des tissus qui sont hérités de la période des années 60-70, qui proposait une forme urbaine beaucoup plus aérée. Et puis, on l'a mis en parallèle avec les emprises bâties à la parcelle, voilà, par rapport à tous les enjeux environnementaux, évidemment. Et on voit qu'on a, selon les tissus, des caractéristiques qui sont très différentes, avec des emprises bâties très, très importantes qui peuvent aller au-dessus de 80% dans les arrondissements centraux, et par contre, dans des tissus plus lâches, des caractéristiques qui laissent beaucoup de place aux espaces non bâtis. Justement, c'est ce qu'on a retenu pour cette juxtaposition, avec à gauche une carte sur les emprises non bâties qui montre que cette information, elle est très fine, elle est à la parcelle, avec donc ce taux d'emprise non bâtie qui parle de la capacité des tissus à accueillir de nouveaux dispositifs. Et puis
à droite une qualification de ces espaces non bâtis, donc là que vous voyez est très fine et qui va représenter le taux de végétation sur les espaces non bâtis, qui est un élément extrêmement important par rapport à la réponse notamment à la question des îlots de chaleur, où on voit qu'on a toute une série on a de nombreux espaces non bâtis existants qui sont aujourd'hui peu végétalisés, et on sait que c'est un axe important dans le cadre du PLU bioclimatique. Et pour terminer, des cartes qui illustrent la question de la transformation depuis 2006. À gauche, on a représenté la question des ravalements, qui est le mode de transformation le plus fréquent à Paris. On a plus de 59% des parcelles qui ont connu des ravalements à Paris. Et à droite, les transformations des tissus urbains fabriqués à partir de l'analyse des permis de construire. Plus de 17 000 transformations significatives ont été renseignées, avec, on le voit, à la fois des opérations d'aménagement qui constituent des quartiers neufs, des opérations, on le voit par exemple dans la Goutte d'Or, en rouge, des constructions neuves qui répondent à des enjeux de résorption de l'habitat insalubre, mais aussi en orange, une pratique qui est très courante à Paris, qui est la réhabilitation des bâtiments, et puis en bleu, les surélévations, et puis la façon dont tout ça s'accompagne aussi de travaux sur l'accessibilité aux espaces verts publics. On voit ici, par exemple, le parc Chapelle-Charbon qui a été livré récemment, et puis de transformation d'espaces publics. Voilà, alors aujourd'hui, on a pris le parti de vous présenter la plateforme et de la façon dont on pense qu'on peut s'en servir pour rentrer un peu dans les détails de ce travail qui est nécessaire pour fabriquer la nouvelle règle. Évidemment, on a des synthèses par arrondissement qui sont disponibles, qui sont préparées pour les réunions publiques qui ont lieu actuellement dans le cadre de la concertation autour du diagnostic territorial. Ces synthèses, on vous invite à les regarder. Alors là, on a la liste de celles qui ont déjà été mises en ligne, qui sont téléchargeables. Elles seront complétées au fur et à mesure des réunions publiques qui sont encore en cours, auxquelles aussi on vous invite vous avez la possibilité d'assister, bien évidemment. Moi, je voudrais dire que j'avais trouvé très intéressant les comparaisons. Il faut encore sans doute les trier un peu, mais c'est très, très intéressant parce qu'on voit là apparaître des choses qui, justement, qu'on n'arrivait pas encore à saisir. Et je trouve que l'exercice de la Pure Café, vous avez fait l'effort de faire une production spécifique, qui n'est pas juste de prendre ce qui a été mis en ligne et qui est présenté pratiquement tous les 3 jours dans le cadre des présentations dans les arrondissements parisiens, donne un éclairage tout à fait intéressant qui pose déjà les éléments du diagnostic général et sans doute des enjeux du futur PADD et du futur PLU. Donc, merci à tous les 4. Claire de Clermont-Tonnerre, je voulais vous poser une question. D'abord, merci pour cette présentation toujours très bien faite, comme toutes les études que produit la Pure. Merci Dominique. Je voudrais comprendre pourquoi les synthèses du diagnostic disponibles par arrondissement dès lors que la réunion publique s'est tenue ne sont pas toutes disponibles dès maintenant, parce que concrètement, on a des réunions publiques qui vont avoir lieu fin juin, début juillet. Or, la fin de la concertation publique s'arrêtant le 16 juillet, ou même avant, je ne sais plus, ça ne permet pas aux citoyens d'avoir toutes les données dès maintenant. Nous, on expose les panneaux qui ont été réalisés dans le hall depuis le début de la concertation et on a 0 contribution. Donc, je trouve que ça pose problème et il aurait été opportun de mettre en ligne toutes les synthèses dès le départ afin que ça ne soit pas réservé aux seuls arrondissements qui ont eu leur réunion publique. Et puis alors, deuxième question, sur la carte portant sur l'épaisseur historique, qui est assez intéressante. Je voudrais savoir s'il vous est possible de communiquer la liste, par exemple, de ce qu'il reste, pour parler du 15e, du Paris du 18e siècle. Est-ce que vous avez des relevés par adresse du bâti du 18e siècle dans le 15e arrondissement, qui est un arrondissement, comme vous le savez, qui a été quand même beaucoup chamboulé? C'est difficile pour nous de répondre à la première question parce que la décision ne nous appartient pas. Nous, on produit les documents et ensuite, voilà, l'organisation de leur diffusion ne dépend pas que de nous. Donc, là-dessus, voilà,
je comprends votre question, mais c'est difficile d'y répondre. Alors, sur la question sur le bâti et le XVIIIe siècle, parce que ce que vous avez vu là, c'est une carte de datation du bâti. Cette carte de datation du bâti, elle est à la parcelle. Donc, oui, on peut répondre. On sait les parcelles sur lesquelles il y a des bâtiments du XVIIIe siècle qui existent encore. Alors, la limite de l'exercice, c'est que c'est à la parcelle et non pas au bâtiment. Donc, parfois, on peut imaginer qu'on a 2 bâtiments du XVIIIe siècle sur une parcelle et en réalité, il n'en reste qu'un. Ça, c'est un peu la limite, mais la réponse est oui, évidemment, on a une base de données à la parcelle avec la datation du bâti parisien. Merci beaucoup. Alors, je suis preneuse pour avoir justement cette carte à la parcelle, parce que pour nous, c'est très intéressant et ça veut dire qu'on a une vigilance toute particulière dès lors qu'il y a des opérations d'urbanisme sur ces parcelles qui sont pour nous très intéressantes et relativement rares dans notre arrondissement. Claire, si je puis me permettre sur le premier point, là, sur la question de la disponibilité des documents, je pense que ça doit pouvoir être possible. Parce que pour moi, c'était déjà tout en ligne et tout disponible. Donc, parce qu'il y a une chose qui est l'intégralité des 100 cartes par arrondissement, ça c'est évidemment en ligne. Et après, il y a la synthèse que l'on fait pour les présentations. Alors, il y a eu une première chose, c'est que ça nous a fallu du temps, donc on n'a pas tout fait d'un coup, parce que faire les 20 arrondissements d'un coup, pour nous, c'était beaucoup de travail. Et je pense que simplement maintenant, on a rattrapé le retard. Au début, on était incapable de mettre tout en ligne. On n'avait pas fait tout simplement les 20 exercices. Enfin, les 17 exercices, pardon. D'accord, donc c'est possible de le mettre maintenant en ligne. Là, on doit être nous prêts. Il fallait que ce soit prêt, que ce soit relu par toutes les équipes d'arrondissement, donc par tous les maires d'arrondissement. Et maintenant, je pense qu'on a dû rattraper le temps. Donc, on va vérifier ce point pour faire le maximum. Merci Dominique. C'est vrai qu'on est un peu un flux tendu sur le PLU, comme tu le sais, et donc c'est un peu compliqué par moment. Pour répondre également à Madame Claire de Clermont-Tonnerre, moi je vais regarder de mon côté et reboucler avec la direction de l'urbanisme pour bien voir ce qui a été livré dans les mairies d'arrondissement parce que effectivement, comme le disait Dominique Alba, les documents en fonction du flux de production sont disponibles. D'accord. Ce qui a appelé mon attention, c'est la liste que vous avez publiée tout à l'heure avec les arrondissements et leur synthèse. Et je me suis dit, mais dans le fond, mon premier réflexe a été de chercher le 15e. Je ne l'ai pas vu. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage que toutes les listes n'aient pas été publiées en même temps parce que ça nous simplifie le travail aussi d'aller directement à la synthèse. C'est un travail formidable qui a été réalisé. Alors, autant le diffuser tout de suite, quoi. Je voulais vraiment saluer l'énorme travail qui a été fait par la PUR sur ce sujet-là, pour ce diagnostic territorial, que j'ai moi-même parcouru et je trouve vraiment extrêmement complet. Et de la même manière que Dominique Alba, je voudrais aussi féliciter cette manière de présenter avec cette comparaison des cartes qui, je trouve, est vraiment extrêmement parlante. Voilà, je voulais juste vous remercier pour ça. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.